Salut à tous. Aujourd'hui j'avais l'envie de vous présenter, enfin c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait des mois que j'avais envie de faire cette vidéo, mais ça prend un peu de temps. J'avais envie de vous présenter un peu un livre que j'ai lu et que je trouvais génial, et je voulais en faire un peu un résumé et vous proposer des pistes en fait de réflexion. Donc ce livre s'appelle La science de l'intention. Alors, je sais pas si vous, à mon avis vous le voyez à l'envers. La science de l'intention de Lynn McTaggart aux éditions Science et Holisme. Donc utiliser ses pensées pour transformer sa vie et le monde. En fait, je voulais lire quelque chose qui apporte des preuves scientifiques en fait de l'intention, du fait que qu'on a un pouvoir créateur illimité, parce qu'on en parle beaucoup dans le milieu du développement spirituel et personnel. Mais j'avais envie d'avoir, voilà, de savoir d'où ça venait, etc. Puis c'est vrai que en tant qu'éveillé et personne sur le chemin, en fait, on est, enfin, je pense que vous le savez tous, on est toujours entouré de personnes qui veulent des preuves, toujours des preuves scientifiques, etc. Et c'est vrai que des fois, on est un peu décontenancé, on ne sait pas trop expliquer, on dit bah ça vient du cœur et puis voilà. Et là, j'avais envie d'avoir vraiment un écrit pour pouvoir expliquer ces choses-là au plus grand monde, ou en tout cas répondre aux questions qu'on pourrait me poser. Donc voilà, c'est chose faite. Donc ça fait un moment que je l'ai lu. Comme vous voyez, il est hyper annoté parce que j'ai essayé d'en faire un petit résumé. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, pour moi, elle était hyper agréable à faire. C'est un vrai travail, un peu un travail d'étudiante, hein, de recherche et de mise en forme. Mais je trouvais ça super pour moi-même déjà, et j'espère pour vous. Alors, je vais poser ce livre, je le reprendrai parce que j'aurai des petits passages que je lirai tout à l'heure. Alors, du coup, en fait, c'est un bouquin qui relate beaucoup d'expériences qui datent depuis les années 50 sur comment on s'est aperçu que tous les êtres vivants communiquaient ensemble. On s'est aperçu que l'intention avait du pouvoir sur soi-même et sur les autres en faisant des expériences en fait assez simples, hein, mais qui ont le mérite d'être là, d'avoir existé. D'avoir eu des résultats, alors pas toujours hyper significatifs ou pertinents, mais en fait je trouve que quand même il y a eu énormément d'expériences et on n'en parle vraiment pas assez. Et je trouve ça dommage que ça fasse même pas partie des programmes scolaires, avec tout le travail qui a été fait par plein de chercheurs depuis 50 ans sur ces domaines. Alors en fait, c'est parti de petites expériences que vous connaissez sûrement, de type un peu, on met deux plantes l'une à côté de l'autre, on va dire des paroles méchantes à une et des paroles gentilles à l'autre, on va lui envoyer de l'amour et on va voir comment ça grandit. Je pense que vous connaissez cette expérience, et on s'aperçoit que la plante à laquelle on a envoyé des paroles d'amour, elle grandit bien, elle est belle, et l'autre à qui on a envoyé des paroles de haine meurt en fait petit à petit. Pareil pour un fruit, ça va pourrir plus vite, ou pareil pour de l'eau. Si on analyse après les cristaux d'eau au microscope, on s'aperçoit que les cristaux à qui on a envoyé des bonnes intentions sont beaux, équilibrés, harmonieux, et les autres cristaux sont quand même une forme beaucoup plus anarchique. Donc en fait ça a démarré comme ça, une expérience sur une plante à qui en fait on approchait une allumette près de ses feuilles. Et on avait donc branché ce qu'on appelle un EEG. Alors je vais souvent le dire ce mot pendant cette vidéo. EEG, c'est électroencéphalogramme. Voilà, donc en fait on a branché du coup un circuit électrique sur la plante pour mesurer son électromagnétisme. Et à chaque fois qu'on approchait en fait une allumette en feu du coup près de ses feuilles, l'électroencéphalogramme en fait se mettait à pulser. Comme si la plante savait qu'on lui voulait du mal. Et l'expérience a été faite plusieurs fois d'affilée, jusqu'à un moment où la plante a arrêté de tressaillir, on va dire, parce qu'elle s'est aperçue qu'en fait, le scientifique qui a fait ça avait l'intention de lui faire du mal, mais au final ne le faisait pas. Et donc la plante a réagi jusqu'au moment où elle a compris, enfin entre guillemets, c'est là où la conclusion, on peut conclure sur le fait que la plante a compris qu'on n'allait pas lui faire du mal. Et c'est là où on s'est aperçu qu'en fait le vivant avait vraiment une sorte de conscience. Alors voilà, après elle peut peut-être pas réfléchir comme nous, en tout cas les expériences ne le montrent pas, mais qu'il y a vraiment une conscience. D'ailleurs là où je le fais, c'est marrant parce que je suis entourée de plantes. Et moi je suis très très sensible aux plantes et j'ai l'impression qu'elles m'écoutent. Voilà.
Et alors, ils ont fait ça en brandissant le briquet et l'allumette de manière physique, et ils l'ont fait juste avec la pensée, et les effets ont été identiques. Donc ça a été des premières expériences assez significatives que moi je trouve hyper intéressantes. Donc c'est là où on a découvert du coup qu'il y avait vraiment une communication télépathique entre chaque être vivant et son environnement, que l'influence de l'intention en fait sur la lumière émise par un être vivant était bien là. Ces chercheurs après ont découvert que les pensées en fait sont constituées d'un flux de photons comme tous les êtres vivants. Ça s'appelle le champ bioénergétique d'un être. Donc chaque être vivant dégage un champ bioénergétique. Aujourd'hui, donc à l'écriture de ce livre, en fait, où ce livre a été fait, je vous dirai, il y a en fait la personne, l'auteur a dit qu'il y a 3000 médecins dans le monde qui utilisent les biochamps pour connaître l'état de santé de l'être humain, notamment en Russie. Par exemple, ils vont analyser du coup le champ bioénergétique d'un patient cancéreux et ils vont pouvoir voir là où la lumière est moindre, c'est là où il y a des organes malades. Ce que je trouve génial. Et pourquoi on ne le fait pas plus? Enfin si, pourquoi on le sait, c'est que ça rapporte sûrement pas ça. Mais en tout cas, ça se fait. Voilà, c'est pas des choses farfelues qui sont faites juste dans des centres de thérapie holistique. C'est vraiment fait par des médecins. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'étude de... Enfin, en fait, toutes les études ont des noms, hein, comme les études scientifiques. Il y a une étude qui a été faite, qui a montré que un intense engagement émotionnel, donc notamment dans un couple ou sur des amis ou des personnes de même famille où il y avait une forte empathie, l'intense engagement émotionnel et l'empathie agissaient sur le phénomène de l'intention et l'augmentaient. En fait, on a pu voir aussi que l'analyse de l'activité cérébrale de patients recevant certains types de traitements, tels la bioénergie, montrait une synchronisation des ondes cérébrales avec celle du guérisseur. Si une personne focalise ses intentions sur une autre, les ondes cérébrales se synchronisent. Donc en fait, ça veut dire que, ça veut dire ce que ça veut dire à la dernière phrase, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on envoie de l'énergie à quelqu'un, les ondes cérébrales se synchronisent. Et je ne sais pas si vous avez connu ça pour les personnes en couple depuis un moment, ou peut-être qu'on est des très bons amis, ou avec leur père, leur mère, frère, sœur, enfin bref, une personne où on a vraiment un lien fort, qu'on se met à penser la même chose au même moment. En tout cas, moi ça m'arrive énormément avec mon mari, où on prend la parole sur un truc et il me dit ah bah, j'allais dire la même chose, et moi c'est pareil. Et je pense que c'est ça en fait, c'est vraiment le fait que les ondes cérébrales se synchronisent, et c'est ça la télépathie en fait, hein, c'est que il y a une communication, on n'entend pas comme au téléphone dans notre tête en fait, ce sont les ondes cérébrales qui se synchronisent au même niveau, qui font qu'on peut capter les messages de l'autre. Autre conclusion hyper intéressante que j'ai pu lire dans ce livre, c'est l'impact du cœur, parce qu'on dit beaucoup dans le milieu du développement personnel et spirituel que si on entend une information, on doit la ressentir dans le cœur. On doit voir est-ce que ça fait écho dans notre cœur au lieu de notre mental. Eh bien, scientifiquement parlant, ça existe. En fait, c'est un chercheur qui s'appelle McCarthy qui a découvert que les pressentiments de bonne et de mauvaise augure étaient ressentis dans le cœur et dans le cerveau. Que les 4 lobes du cortex cérébral semblaient tous prendre part à cette conscience intuitive. Le cœur paraît recevoir cette information un bref instant avant que le cerveau ne le reçoive. Le cœur serait donc plus sensible que le cerveau. Il a montré aussi que le cœur et le cerveau sont devenus isochrones, donc isochrones c'est-à-dire en synchronie, ensemble plus tôt et plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes. Peut-être que les femmes sont, enfin ce qui montrerait que les femmes sont plus intuitives que les hommes et plus à l'écoute de leur cœur. Alors ça, faut pas généraliser, hein, bien sûr, mais c'est vrai que on dit souvent qu'une femme va écouter plus facilement son intention. Alors ça, je trouve ça génial que ça soit montré, et après vous allez voir la suite, c'est pas fini. Donc Armour, c'est un autre chercheur qui a bossé sur ce même domaine, a découvert que les neurotransmetteurs dans le cœur, Armour a découvert des neurotransmetteurs dans le cœur dont les messages influencent certains aspects de la pensée supérieure dans le cerveau. Et il y a aussi un isochronisme dans l'intestin. Donc on sait que les émotions viennent du ventre, etc. Il y a un isochronisme dans l'intestin. Les lecteurs de
l'électroencéphalogramme du sujet récepteur était notamment plus élevée et correspondait à celle du sujet émetteur lorsque celui-ci éprouvait d'intenses émotions positives et négatives. Donc ceci est la preuve que l'état émotionnel des autres est reflété dans le corps des sujets récepteurs, dans leurs intestins. Donc en fait ici on voit qu'il y a vraiment une harmonisation entre le cœur, les intestins, la tête. Et qu'en fait, on a prouvé qu'en gros, il y avait vraiment une synchronicité, une synchronisation entre émetteur et récepteur d'une intention dans les différents organes. Et qu'on pouvait, en fait, le fait de ressentir dans le cœur ou dans ses tripes, hein, on le dit ça aussi, c'est pas un truc qui vient comme ça, c'est vraiment, c'est vrai. Et on dit aussi qu'une intention, pour vérifier si c'est une intention ou juste quelque chose du mental, on dit est-ce que tu la ressens dans le cœur ou dans la tête? Et ben voilà, je trouve que là c'est vraiment une preuve entre guillemets qu'on peut comprendre comme ça, c'est-à-dire est-ce qu'on reçoit les choses, si ça vibre dans le cœur, c'est que c'est bon, c'est que ça résonne. Voilà, enfin moi personnellement je trouve ça super. Alors après il y a toute une partie du bouquin, alors juste là en fait on a vraiment compris qu'il y avait une synchronisation entre les êtres vivants, donc tout type d'êtres vivants. Maintenant, on va essayer le livre va essayer de comprendre comment on parvenait à ça, comment est-ce qu'on pouvait améliorer ce phénomène d'émission d'intention. Donc, comme vous le savez, on peut rentrer dans des états vraiment de concentration, donc la méditation, la prière. Et donc là, on va étudier comment la méditation peut influencer ces phénomènes d'émission d'intention. Donc le livre montre que la méditation favorise l'émergence d'ondes cérébrales plus cohérentes. Donc ça, on le savait. Il y a 25 études qui montrent que la synchronisation des tracés EEG surviennent dans les 4 parties du cerveau au cours d'une méditation. Cette dernière engendre des émissions de biophotons plus cohérents et elle contribue dans l'ensemble à favoriser la guérison. Donc après, on va voir que ce n'est pas n'importe quelle méditation. Là, le livre a étudié vraiment différents types de méditation. Différents types de concentration en fait pour voir si ça peut avoir un impact à la fois sur l'intention mais sur les intentions de guérison, hein. Ça c'est vraiment important. Ce livre parle beaucoup d'intentions de guérison, donc c'est peut-être hyper intéressant aussi pour tous les gens. Il y en a de plus en plus, on est tous capables hein, de guérir à distance, mais je trouve ça hyper intéressant de comprendre qu'est-ce qui peut diminuer l'efficacité, qu'est-ce qui peut l'augmenter. Donc des choses qui peuvent augmenter cette capacité à guérir à distance, c'est la foi dans le processus, à la fois du guérisseur évidemment, ça en général il l'a, mais à la fois de la personne qui est guérie. Il doit aussi y avoir une synchronisation en fait entre le guérisseur et la personne guérie. En fait, on a montré que quand les deux personnes se connaissaient, ou en tout cas avaient eu un contact, la guérison était plus efficace. L'étude de Larmour a montré aussi qu'à chaque fois que le sujet émetteur envoyait une intention visant à favoriser la guérison, il y avait des aspects subtils du corps du sujet récepteur qui s'activaient, comme si ce dernier avait reçu un minuscule choc électrique. Donc ça veut dire que physiquement on voit quelque chose, on détecte un signal qui fait que la personne a reçu une intention de guérison. On a même montré que ces signaux arrivaient avant l'émission de l'acte de guérison. Comme si le sujet récepteur pressentait en fait qu'il allait recevoir cette intention. Alors là, ça amène tout un autre champ que je ne vais pas forcément développer là. Ça montre le champ de la rétrocausalité, c'est-à-dire que le temps en fait n'existe pas vraiment, passé, présent, futur, enfin il n'y a que le présent qui existe, et qu'en fait on peut... tout communique, enfin, on peut ressentir des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et ça a été prouvé par rapport à des événements d'ailleurs mondiaux, je vais y venir après. Au cours du processus de guérison, donc on a montré que l'énergie la plus équilibrée de la personne en bonne santé rend isochrone l'énergie du malade et le réorganise. C'est-à-dire que pour bien guérir quelqu'un, il faut que la personne qui envoie l'intention soit bien dans sa tête, bien dans son corps, en bonne santé. Qu'elle soit dans des bonnes vibes, bonnes ondes. C'est-à-dire qu'il faudrait éviter de faire un soin alors qu'on n'est pas bien. Ou en tout cas, faire ce qu'il faut pour être bien. Mais là, en fait, l'étude montre vraiment que l'efficacité est grandement améliorée
lorsque le guérisseur est dans un état voilà, vraiment apte à la guérison, à la fois dans un bon état mental et dans un état de concentration. D'ailleurs on y vient, le guérisseur doit atteindre une grande harmonie mentale et émotionnelle, et ce sur le plan subatomique. Attention, croyance, motivation et compassion sont des facteurs importants pour que l'effet recherché soit atteint. Exemple, alors là ici, il titre un exemple. Chez les moines tibétains, donc tout le monde sait que les moines tibétains dans les hauts sommets de l'Himalaya en fait peuvent passer énormément de temps à méditer. Et là c'est une expérience qui a été faite, c'est des moines qui étaient par moins 40 degrés dehors avec leur petite tunique orange ou rouge, qui étaient assis en tailleur pendant plusieurs heures et qui arrivaient à faire baisser leur métabolisme de 60%. Et en fait ils arrivaient du coup à dégager une énergie suffisante pour se réchauffer. Et ils faisaient fondre la neige autour d'eux. Et l'expérience raconte dans le livre, quand on leur mettait des serviettes et des linges mouillés, donc glacés, sur eux, et que le linge séchait sur eux. Bon, alors là, c'est vraiment des méditants très élevés, hein. Ils atteignent, ce sont des sages, parce que là, ils disent qu'ils ont réduit leur métabolisme de 60% et que dans nos contrées classiques, un méditant confirmé arrive à 15% au mieux à diminuer son métabolisme. Donc 60%, c'est véritablement énorme. Donc l'étude montre aussi que les battements de tambour, les danses répétitives peuvent provoquer un état modifié de conscience. Donc ça on le sait, je ne sais pas si vous connaissez les livres de Corinne Sombrin, donc la chamane qui a été initiée en Mongolie. Et c'est hyper intéressant parce que du coup elle a apporté à la science, enfin, elle a offert entre guillemets son corps à la science et son expérience pour montrer à quel point la transe pouvait permettre, pouvait sûrement amener l'être humain à vivre d'autres expériences. Pareil, la capacité d'attention doit être maximale grâce à la concentration sur la respiration. Donc je vais revenir juste aux moines en fait, puisqu'ils ont étudié de manière un peu plus précise, notamment par rapport à leur cerveau. Donc comme vous le savez, le cerveau émet plusieurs ondes, il y a les ondes bêta, theta, alpha, etc. Mais on s'est aperçu que la méditation la plus efficace, c'est quand on atteint en fait des niveaux très élevés d'activité. C'est quand le cerveau émet des ondes gamma que la méditation est la plus efficace, la concentration est optimum. En fait, c'est comme si on était, c'est le fameux état où on sent qu'on est en communication avec le tout. Donc la définition des ondes gamma, je la reprécise, ce sont les ondes de l'intuition et de la créativité, qui a une fréquence de 40 Hz. Ce sont les plus rapides du cerveau. Elles provoquent une grande activité mentale et une grande lucidité. Elles se produisent quand nous sommes en extrême concentration. Ce qui n'est pas facile et se produit rarement pendant une journée, voire pendant plusieurs jours. La maîtrise émotionnelle par activation de la maîtrise de la partie antérieure gauche du cerveau est associée à la joie. Donc ces moines ont synchronisé la fréquence du bonheur la plupart du temps. Ce que je trouve génial. Davidson a montré que la méditation modifie la fréquence et l'amplitude des ondes cérébrales, même chez ceux qui méditent depuis peu de temps. Même après 8 semaines de pratique, l'activation de la partie du cerveau d'où émanent les pensées de bonheur et les fonctions immunitaires est améliorée. Donc ça, bon, on le sait, la méditation est bonne pour la santé, mais là, on s'aperçoit en fait que c'est vraiment... tout est physique en fait, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est vraiment, tout est une question d'électromagnétisme et on se rend compte que tout est explicable en fait. Moi je trouve ça génial. Donc là en fait on a pas mal parlé de la méditation. Après il y a eu toute une partie faite sur la prière, notamment par l'étude de Bird, B-Y-R-D, en 1988, donc ça date. Donc cette étude a montré que l'intention doit être la plus précise possible, que l'état mental du guérisseur est très important, que le patient et le guérisseur doivent être sur la même longueur d'onde, qu'il y a un lien empathique, donc ça je l'ai dit, et surtout très important que la formulation soit positive, parce que des fois on entend, en formulation, intention, je ne veux plus être pauvre, je ne veux plus de ce monde, je ne veux plus de gens endormis, etc. Alors en fait, il faut, là en fait, ce que l'univers entend, c'est je ne veux plus. Donc il entend la négation. En fait, quand on formule ses intentions, il faut toujours être dans le positif et dans le présent. C'est-à-dire, j'ai l'abondance qu'il me faut, j'ai la maison dans le Larzac que je voulais, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie.
je suis enceinte, par exemple, pour une personne qui n'arrive pas à tomber enceinte. Enfin, voilà, il faut vraiment formuler de cette manière. Autre petit chapitre, là on va ouvrir un petit peu en fait, alors je passe assez vite là-dessus, mais il montre que tous les rythmes biologiques des êtres vivants sont tous synchronisés avec les planètes, la planète Terre déjà, le Soleil. Alors ça je trouve génial, alors j'ai pas forcément noté toutes les caractéristiques précises, mais je trouve ça super de savoir que on est vraiment, on fait partie de la planète hein, et du système solaire, donc on est forcément liés en fait, et le fonctionnement de notre corps l'est aussi. L'importance de l'environnement et de la qualité de l'air, alors ça c'est super intéressant. Donc l'importance de l'air est très importante, doit être chargée en ions négatifs. Donc je ne sais pas si vous connaissez les lampes de sel, mais c'est ce qui permet d'assainir l'air et d'amener beaucoup plus d'ondes négatives, d'ions négatifs. Donc les ions négatifs c'est amené par la nature, le sol, le bois, les minéraux, etc. Les ions positifs c'est surtout amené par tout ce qu'on a dans nos maisons, les ordinateurs, les téléphones, les box, les ampoules LED et les mauvaises énergies qu'on peut ramener nous quand on rentre du boulot, des transports en commun, etc. Donc c'est vraiment important d'assainir sa maison en fait par rapport à ça. Et on a montré que des concentrations insuffisantes d'ions positif ou négatif entraîne une production inférieure d'ondes alpha pour le cerveau. Pareil, des niveaux subitement plus élevés de l'un ou l'autre provoquent des changements rapides dans les ondes cérébrales. C'est-à-dire qu'on est vraiment influencé, c'est pas de la magie. Les subtils changements qui surviennent dans les champs magnétiques terrestres influencent le fonctionnement du cœur et du cerveau. Et là, je vais parler de l'influence beaucoup de la résonance Schumann, donc qui est en fait l'EEG, l'électroencéphalogramme de la Terre. En fait qui en ce moment en plus subit des vagues énormes. On atteint, donc à la base c'était 7,3 et quelques, et depuis 10 ans maintenant, et puis encore énormément, depuis quelques années en fait on atteint des sommets énormes à 60, on est même monté à 130 en avril. Donc je sais pas autour de vous, mais moi j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui ont des problèmes cardiaques, mais vraiment voilà, arythmie, pose de pacemaker, des opérations, donc ça montre vraiment que voilà, notre corps en ce moment est très très impacté, et notamment le cœur. Petit aparté, alors hyper intéressant pour tous les sportifs. Je trouve ça hyper intéressant en fait, ce livre parle de la technique de la répétition mentale qui fonctionne chez les athlètes. Donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le coaching préparation mentale des sportifs. En fait, quand on répète son épreuve dans sa tête en avance, en fait, ça fait que on favorise grandement ses chances de réussite et de performance. Alors, la répétition mentale, ce n'est pas la visualisation. Donc la différence réside dans le fait que la répétition, on est vraiment dans sa tête en train de faire l'exploit sportif. On est en train de nager, on est en train de sauter à la perche, on est en train de faire notre course envoyée. Enfin, on se voit vraiment geste par geste. On est en train de faire la chose, on est pleinement concentré en fait sur notre effort et sur nos gestes. Voilà, sur comment notre corps bouge. La visualisation, on se place à l'extérieur de nous, on se voit nous-mêmes. Donc là, c'est pas ça pour les sportifs. Et il y a vraiment des sportifs qui ont vraiment réussi à faire des grosses perfs en faisant ça. D'ailleurs, les athlètes les plus rapides analysent leur performance jusque dans les moindres détails. Donc ils se revoient sur les vidéos, etc. pour après mieux faire la répétition mentale. Alors, autre truc hyper intéressant pour tous les gens qui voudraient se muscler sans trop faire d'efforts. En 1997, le docteur David Smith du Chester College a montré que ceux qui font de la musculation peuvent augmenter de 30% leur force musculaire. Ceux qui font de la muscu par la pensée, donc par la répétition mentale, arrivent à l'augmenter de 16% voire plus. Là, j'ai vu une autre étude qui est montée jusqu'à 26%. Ça veut dire qu'en gros, on peut s'imaginer, par exemple, si on n'est pas bien, on est blessé, qu'on n'arrive pas à faire notre sport, qu'on est malade ou qu'on est souvent au bureau et qu'on a envie de bouger, il suffit, c'est un exercice, comme tout, il faut s'entraîner, mais si on s'exerce quelques minutes par jour à contracter ses abdominaux, à se voir, à voir ses muscles se contracter, se former par exemple, ça peut provoquer des effets. Et je sais que, je sais pas si pour ceux qui connaissent Lulumineuse, elle a dit une fois dans cette vidéo qu'elle avait réussi à à vraiment gagner ses abdos par la pensée. Alors là-dessus, j'avais noté que j'allais vous lire un petit paragraphe intéressant et un peu drôle.
petit clin d'œil pour les filles, mais ça marcherait sûrement pour les garçons. Alors, le fait de penser à modifier un aspect de son corps peut également donner de bons résultats, ce qui pourrait s'avérer réconfortant pour quiconque n'aime pas la forme de son corps. Une étude a en effet démontré que sous hypnose, des femmes avaient fait augmenter la taille de leur sein simplement se visualisant étendues sur une plage à se faire dorer la poitrine au soleil. Voilà, bon, petit aparté drôle, mais je trouvais que c'était sympa, en même temps on sait le faire. Pour notamment les femmes dans les préparations à l'accouchement, on dit que pendant la pause de la péridurale ou même, parce que c'est un moment où on est encore un peu précane, on peut s'imaginer qu'on est en train de boire un cocktail sur la plage et ça peut marcher, vraiment. Alors après le bouquin, là j'ai bientôt terminé, analyse aussi l'effet des pensées négatives. Oui, parce que l'effet, s'il est possible dans le sens positif, il est possible dans l'effet négatif. Et l'auteur en fait explique une expérience qu'elle a eue où elle s'était vraiment énervée après quelqu'un, mais à distance, parce qu'elle n'avait pas fait quelque chose, je crois, ou elle avait cassé quelque chose. C'était une femme de ménage, je crois, qui avait cassé quelque chose chez elle de très important, qu'il lui avait pas dit, donc elle était très en colère. Et au moment où elle s'est vraiment énervée intérieurement contre elle, cette personne s'est cassée la jambe en sortant du bus. Après, elle s'en est toujours voulu et voilà, elle explique que ça peut avoir une incidence. Alors après, j'ai pas forcément détaillé là dans mon petit extrait. Mais de toute façon, on le voit dans le monde dans lequel on vit, que les pensées négatives ont énormément d'influence. On sait que on crée notre vie en fait, hein. Il n'y a pas de mauvaise augure, il n'y a pas de malchance ou de chance. On crée tout ce que l'on reçoit. L'importance aussi fait du bouclier thérapeutique. D'ailleurs, par rapport aux choses négatives, en fait, ça a été montré que si on se crée mentalement un bouclier thérapeutique, ça peut être tout ce que vous voulez, comme terme de bouclier, ça marche, ça a des effets. Ensuite, ah oui, alors ça c'est une expérience super intéressante. Au niveau mondial, en fait, il y a des électroencéphalogrammes qui sont disposés, non, ce sont des GEA. Ah, j'ai pas noté ce que c'était GEA, faut que je cherche. Mais il y a 37 GEA, donc c'est pareil, ce sont des appareils qui mesurent en fait l'électricité, comment on appelle ça, l'électromagnétisme terrestre. Il y a 37 GEA qui sont disposés partout dans le monde, et peu avant, les quelques heures qui ont précédé le crash du World Trade Center, les 37 GEA du monde entier sont rentrés en corrélation. Ce qui veut dire qu'il y a eu comme une prémonition de l'événement à l'échelle de l'humanité. Ce qui fait que quand toute l'humanité ressent un même sentiment, ça a un effet. Donc là, je pose vraiment la question par rapport à cette crise du coronavirus et à toute la peur qui a été engendrée. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans cette peur. Voilà, il faut imaginer du coup l'effet négatif que ça peut avoir sur nous, sur les autres êtres humains qui n'ont pas peur. On l'a vraiment senti, hein. Enfin moi personnellement j'ai jamais eu peur j'ai pas peur des microbes, vous pourrez voir ma vidéo d'avant. Je n'ai jamais eu peur de cette épidémie, d'ailleurs les chiffres montrent qu'il fallait pas en avoir peur. Mais on voit que on a senti quand même, je sais pas si les personnes ont pu sentir ça. Moi j'ai senti vraiment à certains moments, dehors c'était, dès que j'allais faire mes courses et tout, c'était quand même très très lourd. On revient avec des maux de tête, on revient pas bien quoi. Et on sent vraiment cette peur, ça a vraiment un effet. Et je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est de plus en plus fort. Les effets qu'on peut ressentir dans les lieux publics, je les ai toujours sentis. C'est pour ça que j'ai toujours du mal avec les concerts ou les fêtes de la musique, les gros festivals, etc. Parce que il y a quelque chose qui passe pas. D'ailleurs, et du coup on en vient aux méditations de groupe. Donc en fait ce livre montre que les méditations de groupe sont vraiment efficaces. Quand les gens ont déjà un niveau de méditation assez élevé et qu'ils savent à peu près méditer de la même manière, qu'ils ont des intentions identiques. Et on appelle ça un groupe de super radiance. Alors ça marche. Il y a des études faites dans des villes américaines où on a pris un groupe de super radiance de minimum 1% de la population locale, et quand ils sont mis à méditer régulièrement, les crimes et les actes violents ont diminué dans ces villes. Alors du coup, là je vais faire un petit aparté sur les méditations mondiales, notamment qui a été faite le 4 avril 2020, donc pour le portail là. Moi j'ai participé toute seule et en décalé. Il y a eu un gros schisme là entre les gens qui voulaient rentrer dedans ou pas. Mais du coup, ce livre montre que oui, la méditation de groupe peut avoir un effet, mais à certaines conditions.
Et moi, je n'ai pas voulu la faire parce que on ne sait pas sur des millions de méditants, on ne sait pas les intentions des uns et des autres. Moi, je ne voulais pas du tout me joindre à une méditation pour l'arrêt du coronavirus, parce que je ne crois pas à cette pandémie. Donc pour moi, c'était plutôt, je voulais vraiment méditer pour la paix de l'être humain et l'avancée en fait vibratoire de la planète et des hommes. Moi, c'était vraiment ça. C'était aussi le cas de plein d'autres gens, mais est-ce que c'était le cas de tout le monde? Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc en fait, alors, petite dernière lecture sur le fait que la pensée est sacrée. La pensée est sacrée et on devrait y accorder beaucoup plus d'importance. Alors, je vais relire un petit paragraphe que je trouve hyper intéressant. Alors, en conclusion, nous devons ouvrir notre esprit à la sagesse de nombreuses traditions autochtones qui comprennent intuitivement la véritable nature de l'intention. Presque toutes ces cultures décrivent un champ d'énergie unifié, assez semblable au champ du point zéro, enserrant tout ce qui existe de par l'univers dans les mailles de son filet invisible. Donc là, on parle de la matrice originelle. Ces autres cultures comprennent notre place dans la hiérarchie de l'énergie ainsi que l'importance de choisir avec soin le bon moment et le bon endroit avant d'agir. L'étude par la science moderne de l'influence à distance a finalement apporté la preuve du bien fondé des anciennes croyances intuitives sur la manifestation, la guérison et le pouvoir de nos pensées. Nous ferions bien d'apprécier, à l'instar de ces cultures traditionnelles, le fait que chaque pensée est sacrée et peut se manifester sous une forme physique. Et là, c'est la fin de la vidéo et j'avais vraiment envie de... Enfin, voilà, pour moi, c'est hyper important, notamment dans l'étape où on est là de l'humanité par rapport à cette crise apportée par le coronavirus, qui est pour moi une crise bien plus large qu'une simple crise pandémique, c'est une crise de conscience en fait, surtout. En fait, que l'humain doit vraiment sortir de cet état de bébé et d'homme préhistorique qu'on est toujours en fait. On est complètement enfermé dans notre brouillard mental et on met beaucoup de temps à en sortir parce que tous les gens qui travaillent sur eux, enfin moi ça fait maintenant plusieurs années que je suis éveillée on va dire et voilà, le brouillard est toujours là, il suffit, on s'en aperçoit, ça demande un travail de chaque instant. Moi j'y pense mais au moins une fois toutes les demi-heures c'est sûr, à nettoyer ma tête, à me dire ah tiens regarde Caro, là tu es en train de partir ou là tu es en train de fantasmer et voilà. Et en fait des fois déjà en prendre conscience, je trouve ça hyper important et vraiment toujours essayer de se ramener à cet état où on est bien, on est en communication, on est en communion avec la nature, parce que je trouve que la nature aide beaucoup à vider sa tête. Vraiment toujours nettoyer ses pensées et dans toutes les situations, ne pas attendre d'être dans un super bel endroit pour avoir l'esprit net, même essayer d'y arriver quand ça va pas, quand on vit une situation familiale chiante, parce que moi personnellement je trouve que c'est en famille, en tout cas chez moi, c'est dans ma famille que j'ai les plus grandes difficultés, voilà, où je m'emporte le plus facilement. Dans la vie sociale, ça va très très bien, j'arrive vraiment à bien gérer. C'est dans la famille, voilà, avec les gens proches que j'ai le plus de mal. Je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, mais en fait, faire attention à nos pensées, c'est hyper important. Et après, une fois qu'on prend conscience de tout ça, on peut vraiment s'amuser à naviguer. Moi j'appelle ça une navigation, mais on peut vraiment s'amuser à naviguer et à comprendre en fait comment marche l'abondance. Cette fameuse abondance, en fait, elle arrive au moment où on pose les bonnes intentions et ça finit par arriver. Par exemple, moi personnellement, le confinement et tout ce qui s'est passé a été hyper positif pour notre famille. Voilà, parce que mon compagnon qui était amené à se déplacer depuis 15 ans énormément, il en avait vraiment marre. Et en fait, les clients n'acceptaient pas forcément de faire des choses en visio. Et là, tout ce qui s'est passé fait que les entreprises acceptent le télétravail, la visio. Et là, en fait, on est ensemble depuis, on est en famille tous ensemble depuis le début du confinement. On se pose la question de faire l'école à la maison. Et en fait, c'était des choses dont on avait très envie avant, mais voilà, c'était pas ça. Et là, les intentions étaient de plus en plus claires ces derniers mois. Et là, ça y est, on y va. Et j'ai vraiment, moi, personnellement, pendant le confinement, bon, j'ai eu des hauts et des bas, mais en fait, je sens vraiment profondément que tout ira bien et que tout sera pourvu. Et quelque part, en ce moment, on vit une période d'abondance qu'on n'avait jamais vécue. Et franchement, c'est génial. Je trouve ça super. Alors, peut-être que dans plusieurs mois, je ferai une vidéo là-dessus.
sur comment on atteint ce fameux état en fait où les choses arrivent, où il y a une fluidité dans notre vie. Et moi j'ai l'impression vraiment en ce moment de le toucher du doigt. Même plus, je commence à vraiment en profiter et c'est vraiment jouissif. C'est vraiment jouissif et si on apprenait ça aux enfants, vraiment dès la maternelle, le monde ne serait pas du tout ce qu'il en est. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'il faut faire vraiment attention à toutes nos pensées et s'il y a des gens qui m'écoutent, voilà, qui sont tombés un peu dans la peur notamment de tout ça, par rapport à ce qui s'est passé, bah, vraiment, enfin, dites-vous que la peur ne va pas du tout aider à la situation et va engranger encore plus de peur, encore plus de colère. Pareil, la colère, on l'a ressenti aussi, enfin moi je l'ai ressenti par certains moments, la colère de ce monde, la colère après tous les gens qui sont tombés dans le panneau. Même je peux encore la ressentir, mais c'est vraiment important de sortir de ça, puisque ressentir la colère pour ça va amener des situations de colère. On crée vraiment notre vie. Donc voilà, à chaque fois on sent le truc, ils font chier, ils comprennent rien. Tant pis, enfin moi c'est ce que je me dis, ils vivent leur truc, moi tant que j'arrive à vivre moi ce que je veux vivre et qu'on me force pas, en tout cas pour l'instant c'est pas le cas, tant mieux. Et voilà, par exemple moi dans la précédente vidéo, bon j'en ai pas parlé, mais moi je veux pas du tout porter le masque. J'ai vu tous les magasins où c'est obligatoire, je l'ai porté qu'une fois pour l'instant à la médiathèque, j'avais pas le choix. Et franchement, la vie ne m'amène que des situations où j'ai pas à le porter. On a été en vacances dans un hôtel 3 jours, tout le monde était zen, le masque était très peu porté, déjà par aucun des résidents et le personnel le portait de moins en moins. Et donc je trouve ça génial en fait, mes pensées en fait, et ce que je pense profondément, le fait que je sois alignée avec ça et que je sois apaisée aussi par rapport à ça, fait que ça m'amène des expériences de vie en accord avec ça. Et voilà, et là je trouve là c'est vraiment le résultat de tout ce travail. Donc je vous invite à lire, juste comme petit mot de la fin, le livre Le Pic de l'Esprit de Philippe Guillemont qui travaille sur la rétrocausalité et notamment par rapport au fait que tout ce qui nous arrive en fait on le crée dans le présent et qu'on peut vraiment créer notre propre futur, qu'on a plein de futurs possibles et que c'est uniquement à nous de le créer. Et que le futur collectif de la Terre, tel qu'on le veut, sera créé parce que nous, on pose l'intention très forte que ça sera ce futur-là. Alors, pour ça, ne pas être dans la colère, ne pas se dire « Ah, mais ça va être un monde horrible, vaccin, nanana ». Non, on ne vivra pas ça. On va ascensionner tout doucement, on va monter en vibration et l'humain va vraiment vivre la vie qu'il doit vivre. Moi, je le pense profondément. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'étais un peu long, mais je pense que tout était utile et intéressant. Et écoutez, je vous dis à bientôt et merci d'avoir écouté jusqu'au bout, si c'est le cas. À bientôt.